travaillent dans des millions de foyers. Et dans le contexte international, nous savons que ceci est vrai et ceci a été surtout vrai pendant la pandémie de COVID-19. Et ces travailleuses ont droit aux bénéfices principaux qui sont importants pour faciliter les droits des associations et qui sont un peu le noyau de cet événement parallèle et en même temps les conditions de travail décents avec les mêmes protections et les droits d'autres travailleurs. Cette convention a été entérinée par 35 pays. Et, apparemment, c'est pas un nombre très important, mais l'effet a été très significatif. Et ceci renforce la dignité des hommes et des femmes qui travaillent au foyer. Ceci a changé des mentalités et des perceptions sur le travail domestique. Et 29. On m'a demandé aujourd'hui de parler des tendances émergentes dans la région et je veux revenir à ce rapport et je vais faire référence à un rapport régional qui accompagne ce rapport international et nous pouvons le faire circuler pendant les intervenants. Je vais vous donner un aperçu général sur les données internationales, sur les informations du C189. Nous avons 75 millions de travailleuses domestiques de 15 ans ou davantage. La plupart, c'est travailleurs, la plupart, c'est des femmes et 18 millions d'hommes et le plus grand nombre, c'est des femmes. Le 70% sont des femmes et la plupart de ce pourcentage est aux Caraïbes, en Amérique latine et aux USA. Et en général, partout, les femmes, le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes. Et ils sont consacrés surtout aux soins et à l'hygiène des lieux. Les hommes ont d'autres rôles, d'autres tâches. Les travailleurs travaillent dans les foyers et ils sont particulièrement vulnérables. Les travailleuses sont particulièrement euh, vulnérables à des situations de harcèlement. Dans les pays arabes, il y a des millions de travailleuses au foyer. 2,4 millions sont des hommes et 4,2 sont des hommes, des femmes. Et les États arabes ont la proportion la plus élevée de femmes dans l'emploi total. C'est considérablement élevé, particulièrement en Arabie saoudite, et le et 90% du marché du travail est formé par les travailleurs domestiques. C'est le pourcentage le plus élevé au monde et ces chiffres montrent une croissance annuelle importante, presque 9% sur la dernière décennie. Et ce taux de participation se donne surtout parmi les femmes et ces proportions, particulièrement dans les foyers significatifs dans la région. Dans l'année 2020, nous avons vu une petite réduction au Koweït, à Oman, en Arabie saoudite, mais surtout en Jordanie et au Liban. Mais bien sûr, la plupart des travailleurs sont des migrants et nous n'avons pas encore les chiffres pour cette année, mais nous nous concentrons sur les travailleurs et 80% de ces travailleurs sont des travailleurs arabes, sont des femmes dans le Golfe et dans la région d'Ouganda. Et voilà, quelles sont les tendances clés? En réalité,
elles ne sont pas particulièrement encourageantes parce que nous voyons que dans les États arabes, la plupart, 94%, et c'est aussi le cas pour la région d'Asie et le Pacifique, c'est le même pourcentage qui sont exclus de la protection des lois, les lois du travail. Et ceci a un impact direct sur la capacité d'exercer des droits fondamentaux comme la liberté d'association et la capacité de négociation collective. Nous voyons aussi d'autres lois sur l'adoption du 1689, des lois séparées indépendantes qui réglementent le travail domestique, mais concernant la protection pour d'autres travailleurs qui est euh, euh, inférieure. Et, et nous voyons qu'il y a des conditions moins favorables par rapport à d'autres travailleurs d'autres secteurs. Et ceci est particulièrement vrai quand nous parlons de heures de travail, de salaire et de protection. Quand nous parlons d'heures de travail, il y a eu un certain progrès, en particulier le repos hebdomadaire et les congés payés pour les travailleurs et les travailleuses, mais cependant, nous voyons que 75% des travailleuses au foyer travaillent davantage, plus de 48 heures par semaine. Et la plupart travaillent beaucoup plus d'heures par jour et par semaine, et quand nous voyons les moyennes d'autres pays. Et il y a des variations entre de 8 heures à 10 heures et même 12 heures de travail par jour. Ce sont des journées très longues et beaucoup plus longues qu'il ne faudrait. La plupart d'entre elles sont en dehors de la couverture de salaire minimum et les travailleuses au foyer tendent à percevoir les salaires les plus bas, particulièrement dans les États arabes. Et ceci est vrai aussi pour la protection sociale. 4% des travailleurs et travailleuses au foyer dans les États arabes sont couverts par une ligne de la sécurité sociale, seulement dans quelques pays. Et ceci est très désavantageux dans cette région, suivi par la région Asie-Pacifique. Ceci a eu un retentissement particulier à l'époque de la pandémie pour les travailleurs et travailleuses de foyer. On sait que les travailleuses fournissent des services essentiels dans les foyers et étaient particulièrement vulnérables au virus. Et ces travailleurs et travailleuses ont été sévèrement touchés. Dans le pic de la pandémie, il y a eu des pourcentages de personnes touchées de 5 à 50% de personnes touchées. Et ceci a lésé particulièrement, bien sûr, l'emploi. Il y a eu des questions de manque de protection personnelle, de soins de la santé, augmentation de travail pendant les périodes de confinement et des retards dans la perception des salaires. Et bien sûr, dans la liberté de mouvement, particulièrement les, je vais finir maintenant la présentation. Il faut considérer la possibilité de réduire les heures de travail et d'assurer que les salaires soient respectés. Il y a un rôle essentiel ici à considérer pour éviter de réduire les salaires minimums. Il faut inclure les travails au foyer dans les bénéfices et les inspections du travail dans les foyers. Il y a des bonnes pratiques dans ce sens-là, mais il faut continuer, il faut les encourager, il faut les promouvoir, il faut garantir l'accès à la justice aussi. Il faut aider et collaborer pour qu'ils puissent arriver à la solution pacifique des conflits quand ils se présentent. Et particulièrement important dans cette région, c'est le besoin de nous assurer que les travailleurs et travailleuses aient la liberté de changer d'employeur et
de permission de changer, de le faire. Et ceci, il faut qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait des bénéfices unilatéraux. Et ceci doit être vrai pour conclure les contrats, pour respecter les contrats. Et il faut démanteler aussi le système de kafala pour le sponsoring. Il faut essayer de faire tout ça sans recevoir des punitions ou des amendes. Il faut mettre en place le droit d'association. C'est un peu ce que nous avons à faire avec cet événement parallèle, avec cette réunion parallèle, la liberté d'association et d'association collective pour aborder alors et sauter les barrières qui se présentent, l'exclusion de la législation du travail pour les travailleurs et travailleuses, et non seulement pour le travailleur domestique, mais aussi pour les employeurs, et qu'ils puissent accéder à des situations de négociation collective. Il y a des bonnes pratiques au niveau international et elles doivent être copiées, elles doivent être suivies. La FIT peut jouer, je suis sûr, un rôle important et je suis sûr que les prochains présentateurs pourront apporter des idées, des visions et des expériences importantes et comment on peut lever ces barrières. Merci beaucoup. J'espère que ces idées d'ouverture aient été suffisantes et je serai content d'écouter les collègues qui vont me suivre. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole à Carmen de l'Argentine. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Vous avez prononcé, chers collègues de l'OIT, des propos très sages. Vous reflétez la lutte que les travailleuses domestiques nous avons eue au niveau global, au niveau du monde et non seulement de la région. Moi, je vais parler de l'expérience de l'Argentine. Nous travaillons depuis des années. C'est un sujet que nous discutons depuis des années avec beaucoup de collègues qui sont ici présentes. Nous avons pensé à faire une rencontre concernant le sujet de la migration, créer des corridors de migration, comment ces travailleuses domestiques migrantes subissaient la violence du non-accès à la sécurité sociale, mais aussi elles étaient exposées au risque d'une migration externe et interne. À ce moment-là, je me rappelle que nous avons signé une convention avec l'OIT concernant le corridor Paraguay-Argentine et on allait aussi penser à créer d'autres situations installant ce type de corridor dans d'autres pays du monde. Moi, j'ai beaucoup travaillé à cet accord. À partir de là, nous avons créé une application sur migrants pour leur donner des informations sur la sanction d'une loi en Argentine pour protéger les travailleuses domestiques migrantes. En Argentine, les travailleuses domestiques migrantes ont les mêmes droits que les travailleuses domestiques argentines. Les lois argentines protègent les travailleuses argentines, mais aussi les travailleuses étrangères migrantes. Ce qui a été très important, c'est tout le processus par lequel nous avons traversé. Tout d'abord une convention de 1956 qui ne donnait aucune protection aux travailleuses domestiques. Ensuite, la convention 189 en Argentine, nous utilisons cette convention pour pouvoir, disons, être à la base d'une loi nationale, de l'adoption d'une loi nationale et protéger non seulement les travailleuses domestiques, mais aussi devenir un exemple, n'est-ce pas, à suivre pour le reste du monde. Montrer que nous pouvons inclure dans nos législations nationales les travailleuses domestiques, nos sœurs, travailleuses domestiques migrantes, pour qu'elles aient la même protection que les travailleuses nationales. À partir de la ratification de la Convention 189,
que nous avons faite en 2014 crée une loi avec une protection totale de droits du travail et de la sécurité sociale pour les travailleurs domestiques. Mais en Argentine, malgré cette situation, nous avons déjà 9 ans, n'est-ce pas, de travail avec des lois propres, avec de la sécurité sociale, des congés annuels payés et des salaires, etc. Il y a encore 1 300 000 travailleuses irrégulières. En Argentine, cela ne devrait pas exister parce qu'il y a une loi de protection qui dit que l'employeuse doit régulariser la situation de ces travailleurs ou travailleuses domestiques. Il y a un système unique de sécurité sociale exclusif pour les travailleuses domestiques, mais malheureusement, il y a encore beaucoup à faire dans notre société pour que les personnes, les employeurs, les employeuses comprennent que les travailleuses domestiques, non seulement en Argentine, mais dans le monde entier, ce sont des travailleuses. Ce n'est pas la personne qui nous aide à la maison, ce n'est pas une personne qui fait partie de la maison, comme on le dit habituellement. Nous devons être respectés depuis nos cultures. Il y a des sœurs, des travailleuses domestiques qui ont une origine afrodescendante ou qui ont une origine aborigène. Tout cela doit être respecté parce que personne ne veut sortir de son pays simplement parce qu'on veut le faire. Quand nos travailleuses, quand nos sœurs vont ailleurs, partent à l'étranger, c'est parce qu'elles veulent améliorer la vie de leur famille. Parce que pour abandonner ton propre pays, c'est vraiment pour avoir une vie meilleure. Ce n'est pas pour avoir une vie moins bonne. C'est pour donner une solution à différentes situations. Nous pouvons aussi penser que même si cela n'est pas visibilisé, on peut penser que ces travailleuses domestiques migrantes viennent dans un pays où elles ne connaissent pas les gens, elles ne connaissent pas la culture. Et il y a aussi parfois le risque de la traite des personnes. Et bien sûr, il faut aussi penser à la migration interne depuis les zones rurales jusqu'à les villes capitales, où il y a aussi des enfants qui sont soumis aussi au travail domestique. Je sais que la Convention 189 le dit et nos lois le disent aussi, le travail des enfants est interdit, mais il faut contrôler. Il faut contrôler ce qui se passe. En Argentine, on a eu beaucoup des objectifs atteints. Il y a une commission nationale de l'inclusion des salaires qui n'est pas une convention collective de travail, mais il y a une commission tripartite où nous pouvons dialoguer avec l'État et avec les employeurs pour prévoir des augmentations de salaire et pour, disons, aussi débattre de tous les autres droits, n'est-ce pas, la formalisation des travailleuses. Il y a 6 mois, il y a eu un programme lancé par l'État pour pouvoir formaliser les travailleuses domestiques, mais le grand problème, ça a été la crise sanitaire qu'on a eue pendant la COVID-19. Cela a provoqué beaucoup de situations de chômage et des employeurs et employeuses qui ne pouvaient pas vraiment soutenir le travail de leurs employés domestiques. En Argentine, il y a une aide que l'État fournit aux travailleurs et travailleuses pour qu'ils puissent finalement formaliser la situation des travailleurs et travailleuses domestiques. Parce que il y a d'une part ce registre de la travailleuse, mais cette travailleuse est aussi incorporée dans le système bancaire, donc elle pourra ouvrir un compte bancaire, il y aura des salaires qui pourront être déposés sur ce compte bancaire, donc il y a une reconnaissance, oui, formelle, vraiment, du travail domestique. Nous travaillons actuellement sur une application, sur la création d'une application. C'est pour donner un service d'emploi à travers d'une application sur Android, système Android et iPhone. Nous allons lier employeurs, employeuses, travailleurs, travailleuses pour établir un lien de travail. Et nous allons le faire non seulement pour rapprocher les parties et encourager le travail, mais il faut aussi encourager l'incorporation de nos travailleurs et travailleuses au système de la sécurité sociale.
Et cette application dépend de notre association. C'est pour cela que les données des travailleurs, travailleuses et employeurs, employeuses dépendent de notre association. Et là, nous aurons un certain pouvoir de contrôle, c'est-à-dire savoir si un employeur, employeuse qui a embauché un travailleur, une travailleuse, disons, a effectivement inscrit au système du travail de l'État, c'est son employé et disons, on pourrait aussi éviter la traite des personnes. Nous luttons aussi et nous visibilisons aussi la Convention 190 ratifiée par l'Argentine, mais il faut encore travailler sur l'adoption des lois nationales. Oui, et ces lois doivent pouvoir transmettre, traduire la voix des travailleurs et des travailleuses. Et il est très important de participer aux conférences de l'OIT parce que tous ces sujets, finalement, abordent aussi le travail domestique à travers une coopérative ou lorsque nous parlons de travail social, de l'économie populaire, etc. Il y a beaucoup d'autres sujets qui concernent le travail domestique. Nous devons accompagner les pays pour que ces lois soient adoptées et lutter aussi pour la visibilité du travail domestique avec, disons, donnant accès à tous les pays. Le Panama, par exemple, ne reconnaît pas le travail des travailleuses migrantes comme travailleuses. Donc, il n'y a aucune protection pour elles. Il y a d'autres pays où il y a très peu d'articles dans les lois qui définissent ou qui donnent un certain statut au travail domestique. Donc, il faut travailler sur ces pays-là pour que les lois puissent, disons, donner des bénéfices aux travailleurs et travailleuses domestiques. Les pays qui ont ratifié la Convention 189, là, il faut encore lutter pour qu'ils soient mis en œuvre, parce qu'il est très facile, même si vous ne pouvez pas le croire, de ratifier les conventions, mais puis après, la mise en œuvre, c'est autre chose. Ce sont des lois mortes, ce sont des conventions mortes. Il faut continuer à contrôler. En Argentine, nous avons passé une convention avec le ministère du Travail pour pouvoir entrer dans les condominiums ou dans les quartiers qu'on appelle ici en Argentine des quartiers fermés pour demander aux employeurs et employeuses là où ils ont les maisons et là où il y a des administrations, des gestions, de pouvoir accéder au registre pour savoir quel est l'employeur d'une telle employeuse domestique et pouvoir savoir si effectivement cette travailleuse est légalement enregistrée. Il y a eu des sanctions, il y a eu des amendes imposées par le ministère du Travail. Il faut continuer à faire ça. Et il faut aussi contrôler les agences parce que là, les travailleuses domestiques migrantes cherchent ce type d'agence et là, elles sont vraiment dans une situation de danger. Elles sont à risque. Il faut donner à nos sœurs, aux travailleuses domestiques, toutes les informations nécessaires pour qu'elles ne soient pas victimes de ce type de situation. Je pense qu'avec ces échanges d'expériences que nous faisons à travers nos pays, nous pourrons continuer à visibiliser cette situation. Mais surtout, c'est l'unité, l'union. Nous devons être unis, nous devons nous soutenir au sein de nos pays et entre nos pays. Et que tous les travailleurs et travailleuses domestiques croient à notre fédération parce que la fédération les accompagne, les visibilise et la fédération continue à travailler. Ce comité exécutif, ces régions réunies où il y a nos coordinatrices de toutes les régions de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie, oui, elles font tout le temps des actions en faveur de la visibilisation du travail domestiques, des travailleuses domestiques qui doivent avoir des droits et un droit surtout au travail décent et à la sécurité sociale. Merci beaucoup, mesdames. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous allons voyager en Malaisie. Nous allons donner la parole à Nasrika. Il a été créé dans ce pays une organisation forte. En Malaisie, nous sommes ravis d'avoir le témoignage aujourd'hui des deux travailleuses domestiques de cette région. Nous allons aussi essayer de voir les leçons, les expériences que
Nasreka pourra partager avec nous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Nasreka. Je suis une travailleuse domestique en Indonésie et je suis facilitatrice de la fédération dans ma région. Je suis arrivée en Malaisie en 1997. Ma situation à cette époque-là, malheureusement, est toujours la même. Il n'y a pas eu de grands changements parce que j'observe que nous recevons encore des plaintes portées par des travailleuses migrantes. Il y a des difficultés pour rédiger ou pour signer des contrats, pour obtenir des visas, pour pouvoir créer des associations ou des syndicats. Il y a aussi des difficultés pour accéder à la communication et le système de recrutement de mon pays. Et oui, un esclavage. Oui, un esclavage. C'est comme un système d'esclavage. Nous sommes toujours endettés. Les travailleurs domestiques, nous avons travaillé sur 35 cas. En général, la problématique principale, c'est que les employeurs ne paient pas leurs salaires, les salaires des travailleuses domestiques. Nous avons aussi identifié des écarts en termes de politique. Premier écart, c'est que nous n'avons pas une protection sociale assurée en Asie, en général, non seulement dans mon pays. Les travailleuses sont encore discriminées de la part des travailleurs et travailleuses locaux face aux travailleurs et travailleuses domestiques. Une autre situation des travailleuses domestiques que je peux mentionner, c'est que nous sommes encore vulnérables et victimes du harcèlement dans les foyers et de la discrimination aussi des lois du travail parce que les travailleuses domestiques ne sont pas incluses dans les lois. Nous sommes aussi victimes parce que nous ne pouvons pas nous inscrire ou participer à la vie syndicale. Nous voulons aussi signaler que la loi du travail de 1955 a été modifiée et le travail domestique y a été inclus, ou le travailleur ou travailleuse domestique. Mais ils sont encore exclus de certains droits, par exemple, le congé maternité, des congés pour des motifs personnels et d'autres bénéfices. Oui, il y a eu quelques changements plutôt cosmétiques, je dirais. Donc, cette loi du travail et les amendements postérieurs ne respectent pas les standards internationaux fixés par l'OIT. Nous sommes encore victimes d'exploitation, encore victimes des abus. Et ces travailleuses domestiques migrantes ne peuvent pas créer leur propre syndicat. En Malaisie, les syndicats existent, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays de l'Asie. En réalité, les travailleurs et travailleuses peuvent être incorporés au syndicat comme membres, mais ne peuvent pas avoir des postes de leadership. Donc, il n'y a aucune possibilité d'établir des dialogues avec les employeurs. Les travailleuses domestiques migrantes, alors, doivent s'organiser. Et en Malaisie, nous avons une organisation depuis 2016. C'est l'organisation AMMPO qui organise des séminaires. Ils ont organisé
des séminaires en 2017, 2018 et 2019. Cela est tout nouveau pour les travailleurs et travailleuses domestiques migrants et migrantes qui arrivent dans le pays, qui peuvent obtenir des informations sur les droits qui les protègent, sur les lois de la Malaisie. Et cela, on peut aussi le voir dans d'autres pays, des orientations, n'est-ce pas, des informations au moment de l'arrivée, n'est-ce pas, au moment de l'accueil de ce travailleur ou travailleuse domestique. Nous avons aussi organisé une société, c'est la société Pertimig, qui a déjà beaucoup de membres, parce qu'on avait besoin de renforcer les associations de travailleuses domestiques. Et alors, nous avons développé des ateliers pour développer des capacités, pour renforcer les capacités de nos affiliés, pour que ce soit aussi un espace de partage et un espace aussi de formation en leadership. Nous avons fait des formations justement en leadership. Et ainsi, disons, nous pensons que nous pourrons accéder aux mass médias. Donc, nous faisons des formations à rédaction des communiqués de presse. Nous recevons aussi les plaintes portées par les travailleuses domestiques. Donc, nous accompagnons, disons, auprès des tribunaux les plaintes portées par nos travailleuses dans notre qualité d'Amico Curiae. Pendant la pandémie, on n'a pas pu évidemment faire organiser ce type d'atelier. Vraiment, ça a été une étape très difficile. Donc, pendant la pandémie, nous avons essayé d'accompagner nos membres et d'autres travailleurs et travailleuses domestiques. Et ainsi, nous avons poursuivi à renforcer notre association pendant les étapes, n'est-ce pas, de confinement. Et on a organisé les ateliers de manière virtuelle. On avait des réunions virtuelles et on avait aussi des appels téléphoniques. Mais on a continué justement à gérer, à écouter, n'est-ce pas, toutes les problématiques des travailleurs et travailleuses domestiques. On recevait beaucoup de rapports ou des situations, n'est-ce pas? Disons, il y avait des travailleurs, travailleuses domestiques qui avaient été, disons, renvoyés, qui n'avaient plus d'argent, qui ne recevaient aucun salaire et qui étaient un peu laissés seuls, abandonnés dans les rues de mon pays. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur ces situations. Même s'il y a beaucoup de contraintes et de restrictions, n'est-ce pas, dans notre secteur, la pandémie a aussi développé un niveau ahurissant de xénophobie. Donc, nous devons vraiment établir un dialogue avec les parties prenantes, le gouvernement, tous les acteurs, n'est-ce pas, pour pouvoir parler des changements dans les politiques, n'est-ce pas, à mettre en œuvre. Nous avons aussi eu quelques dialogues virtuels et nous avons envoyé un mémorandum au Premier ministre et à d'autres ministères intéressés pour pouvoir aider les syndicats et les ONG de la Malaisie. Nous faisons partie aussi de la coalition d'amendement de la loi qui nous soutient, bien entendu. Nous sommes aussi membres de certaines actions de lobbying au Parlement et nous avons fait partie de la couverture médiatique des travailleuses domestiques migrantes. À travers ce forum d'examen de la migration internationale 2022, nous avons demandé au gouvernement nous prendre en considération comme travailleuses qui peuvent exercer leurs droits et de permettre à notre association de pouvoir, être enregistrée comme syndicat et de pouvoir participer à toute modification ou à tout amendement des lois. Nous avons aussi demandé au gouvernement d'interdire la discrimination
et de s'assurer que les travailleurs et travailleuses migrants migrantes soient protégés en ce qui concerne leurs droits et la sécurité sociale. Nous savons aussi que beaucoup de pays ont ratifié la Convention 189 et 190. Et je ne sais pas s'il y a encore quelques questions que vous voulez me poser. En tout cas, je suis à votre disposition et vous pouvez aussi nous envoyer des mails. Merci. Nous avons écouté, nous avons souligné l'importance d'avoir un dialogue avec l'OIT à Bangkok et nous avons un appui, l'appui nécessaire pour faire ce travail-là. Passons maintenant au Koweït où il y a un grand développement de capacité d'organisation, de compétences d'organisation et la présidente de l'association de Koweït va nous raconter comment ils font ce travail. Tu as 8 minutes. Bonjour à tous. Je suis Anne de l'Association de travailleurs domestiques de Koweït. Ceci a été fondé en 2010. Je vais vous dire ce que nous faisons dans le terrain. Ce que nous avons distribué 25 000 paquets d'aliments. Nous distribuons aussi des médicaments pour les travailleuses, surtout à l'époque du coronavirus, et pour les travailleurs migrantes qui ont besoin de ce secours, en particulier les travailleuses de foyer. Nous suivons les procédures standards avec un système de soutien pour les travailleurs domestiques et les travailleuses domestiques et les migrants en particulier au Koweït. Il y a un impact sur le développement du travail. On a célébré l'anniversaire de la création de l'association et nous avons créé des programmes différents pour renforcer l'esprit, le moral de ces travailleuses, chercher la possibilité qu'elles aient tous leurs papiers en règle. Il y a des ateliers de formation pour ces travailleuses aussi, en suivant les lignes de l'OIT, des consultations, des forums d'assistance. Nous faisons des recommandations au gouvernement et nous sommes en liaison avec les différentes communautés, les ONG, les associations civiles, les ambassades des pays qui sont exportateurs de main-d'œuvre. Et nous participons à des forums représentant les travailleurs du foyer. Et en faisant des études, et c'est un peu l'organisation générale, le panorama général que nous avons. La population actuelle des travailleuses domestiques au Koweït est de 608 000 personnes. La plupart, ce sont des femmes. La loi a été publiée en 2015 et la mise en œuvre présente beaucoup de défis car nous n'avons qu'un bureau qui reçoit les plaintes des travailleurs ou travailleuses domestiques. Avec 11 inspecteurs du travail, pas tous les travailleurs connaissent les travailleurs pour présenter une plainte, pour porter plainte, et ils n'ont pas les jours libres payés. Et ceci ajoute une procédure bureaucratique pour présenter les plaintes. Nous voyons aussi dans l'association qu'il y a des fonctionnaires qui aident avec l'organisation de ces cas-là, l'assistance. Il y a des situations de manque de repos, harcèlement sexuel, abus sexuels.
Et il y a aussi des harcèlements online et offline. Il faut aussi tenir compte que le système kafala est en place. La loi d'association interdit que les travailleurs migrants se constituent des syndicats et ces droits sont limités pour les habitants de Koweït et les non-koweïtiens. Ils doivent avoir une permission de travail et avoir une résidence de 5 ans avant d'accéder à certains droits. Et leurs voix, leurs opinions ne sont pas toujours écoutées dans le conseil d'administration de syndicats. Alors, nous avons trouvé des façons de créer des associations de travailleurs au Koweït. Par exemple, l'Association de travailleurs domestiques de Koweït. Et en 2021, nous avons constitué l'Association de travailleurs domestiques d'Éthiopie. Alors, la liberté d'association par des droits des migrants, la liberté d'association nous conduit à l'amélioration des droits du travail en général. Quand ces droits existent, il y a un meilleur développement du travail. Les salaires, le temps extra et les temps supplémentaires. Et ces droits peuvent toucher les personnes de différents secteurs, non seulement le nôtre. Et ils peuvent s'associer à d'autres secteurs de travailleurs pour renforcer les possibilités de tous. Et ceci s'applique aux travailleurs les plus vulnérables et il y a les bénéfices de l'association collective qui doivent être renforcés encore. Alors, on cherche aussi à souligner, à renforcer les activités de groupales qui ne peuvent pas être assurées par un petit nombre de personnes, par des personnes isolées. Et de cette façon, les groupes peuvent avoir une vie propre et les membres individuels peuvent bénéficier de ces possibilités d'association et du respect des droits. Il y a des possibilités d'association. Il y a les Sandigan Kuwait Domestic Workers, qui est une association 100% formée par des travailleurs domestiques, également en Éthiopie. Et l'objectif est de transformer leur vie pour qu'ils puissent passer du point le plus bas à avoir des possibilités de salaire stable, de salaire permanent et avoir une collaboration, une coopération avec les parties intéressées. Du travail avec les ambassades. Et en juillet 2021, nous avons eu un forum des parties concernées avec les chargés d'affaires des différents pays exportateurs de main-d'œuvre et nous avons pu consulter de façon spécifique dans les pays d'origine les processus de recrutement, dans les pays de destination, les services disponibles, les cas habituels, les défis et les recommandations et les programmes de répétition. Pour les ONG et les sociétés civiles, travaillent de façon concertée à Koweït. Et on trouve comme ça des bénéfices pour les travailleurs, pour les travailleuses. Il y a un contrôle médical, des formations en parallèle, la liberté de circulation qui est toujours limitée, l'espace pour l'auto-expression et pour la mobilisation pour des gestions différentes. Il y a ici, devant nous, et pour conclure, il y a beaucoup d'éléments
avec lesquels nous devons travailler. Nous n'aurons pas de progrès si nous ne pouvons pas travailler. Il faut se mettre à travailler davantage, euh, trouver les points vulnérables et travailler de façon conjointe parce que nous serons plus fortes de cette façon-là. Merci beaucoup. Nous avons peu de temps. Excusez-moi, je dois vous presser et de vous demander d'abréger vos présentations. Et le dernier orateur, Albert Nihru de Kenya, qui est le seul orateur qui parle de la part d'un syndicat d'un pays d'origine. Et il va nous parler quelles sont les possibilités des syndicats pour renforcer le travail et la situation des travailleurs. Comme représentant syndical, c'est important que tous nous prenions conscience qu'ils doivent être représentés dans le monde entier, y compris les travailleurs migrants. Ils ont une voix. Nous savons que nous prenons conscience que dans les pays d'origine, les pays de destination doivent autonomiser les travailleurs, surtout avec l'information qu'ils reçoivent dans les pays de destination. Les travailleurs sont très vulnérables, particulièrement les migrants, et une façon peu sûre et vulnérable dans les pays de destination. Les autorités concernées ne travaillent pas beaucoup dans ce sens-là et le syndicat a levé sa voix, a fait entendre sa voix pour obtenir une autonomisation des travailleurs pour qu'ils puissent s'unir et se réunir et que les travailleurs migrants puissent organiser des associations avec celles des pays d'où ils proviennent, et particulièrement avec des bureaux d'enregistrement des différents ministères, les ministères de migration, pour pouvoir arriver à célébrer des accords, à passer des accords multilatéraux avec un objectif commun. Ceci nous a beaucoup aidé à travers la collaboration de notre organisme central et de la centrale syndicale Kotuka, qui a le soutien de nos associés. Par rapport aux défis, ils sont très nombreux. Le sujet établir des connaissances et créer une conscience est très important pour les travailleurs, pour les syndicats et pour les ministères. Il faut créer une conscience pour réunir et unir les communautés et pouvoir les renforcer et les former une à une. Le public doit être informé au sujet de la migration du pays d'origine et là où des pays reçoivent des migrants, il faut établir des réseaux et savoir ce qui est en train de se passer vraiment. Le gouvernement a pu souligner toutes ces situations-là et renforcer les capacités et l'éducation et la formation. Ceci doit se faire avec les langues natives et il faut travailler en accord avec la communauté et pour être sûr que le public connaît tout ça, et en particulier les migrants, et quelles sont les façons de migrer d'un pays à l'autre de façon sûre. Nous avons été aidés pour assurer que l'information génère une conscience de tout ce qui se passe dans la société. En tant que syndicat, nous voulons nous ouvrir avec une ligne gratuite où chaque membre de syndicat, chaque membre de la communauté
qui se sentent menacés, se sentent en manque d'informations, il pourra avoir recours et il recevra l'information à partir de cette ligne-là qui a été créée. Peut-être le défi le plus grand, le plus important est celui des pays, des migrants qui reviennent au pays d'où ils sont issus. Et, et nous avons pu obtenir de l'information et prendre contact direct pour voir directement de quelle façon on peut établir une politique, une ligne directrice pour savoir de quelle façon ils peuvent revenir dans les meilleures conditions à leur pays d'origine. Ceci n'est pas simple, c'est coûteux, mais il y a ce qui importe, c'est la volonté et la défense des droits. Et les gouvernements et les sociétés civiles doivent savoir que le syndicat a pu pénétrer pour s'assurer que les travailleurs migrants qui sont en liaison avec le syndicat puissent défendre leurs droits et avoir leurs droits. Nous avons 150 travailleurs qui sont revenus dans leur pays d'origine et ils sont plus forts parce que nous pouvons continuer à travailler avec eux pour nous assurer que les lois et les transformations soient respectées, qu'il y ait une transformation sociale réelle et que tout ceci puisse être mené à bien à partir des règles migratoires solides, organisées et sûres. Il faut que les organisations soient fortes et que les travailleurs et travailleuses du domestique et que tous les migrants reçoivent l'information correcte et que ce soit une forme facile d'avoir accès au syndicat. Le syndicat est la voix devant les autorités pertinentes pour que les travailleurs puissent faire entendre leur voix. La protection sociale est un défi fondamental, en particulier pour ceux qui reviennent dans leur pays. Ces travailleurs n'ont pas un forum où ils pourront présenter leur plainte ou leur réclamation. Et si nous tenons compte de ces retours, de ces situations de retour, nous devrons établir des conditions de base pour créer une conscience en suivant les lignes de l'UC 189 pour tous les migrants, non seulement les travailleurs domestiques, qu'ils soient reconnus dans leur pays d'origine et leur pays de destination, d'arrivée. Et pour nous assurer que la migration soit inclusive pour tous les travailleurs dans le monde entier et que tous puissent faire écouter leur voix et chercher et procurer un soutien pour tous les travailleurs qui passent d'un pays à l'autre. Merci beaucoup pour vos propos, Albert. En réalité, merci beaucoup à vous tous et toutes. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion de la journée. J'aimerais maintenant vous affirmer le soutien de notre fédération qui fait partie du forum à New York, qui représente dans cette ville la voix des travailleurs et travailleuses migrantes. Nous avons notre propre déclaration où nous présentons notre position sur les travailleurs et travailleuses migrants et migrantes et nous espérons être entendus par tous les gouvernements. Merci beaucoup aux panélistes et poursuivons cette lutte unie, oui, avec une voix pour être bien entendus par les gouvernements lorsqu'on lira notre déclaration le 20 mai. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
mes sœurs et mes frères. Merci beaucoup